En plein cœur de Paris, il existe une communauté religieuse secrète qui s'est elle-même baptisée la famille. Ces 3000 membres habitent dans les 11e, 12e et 20e arrondissements. Certains commerçants en ont entendu parler. Ils font pas de bruit, hein. Il n'y a pas de problème et ils sont comme vous et moi parce qu'on ne les reconnaît pas dans la rue. Hein. Ça fait 200 ans qu'ils sont arrivés, et ils se marient entre eux. D'ailleurs, il y a des enfants, excuse-moi, il y a beaucoup de malformations ou autre. En fait, c'est un genre de petite secte, quoi. Cette autre habitante les connaît bien. La grande famille. On l'appelle la grande famille dans le quartier. Absolument, parce qu'ils sont nombreux et que généralement les familles ont au moins 6 ou 7 enfants. Ils vivent d'une manière discrète mais ils ne se cachent pas. Voilà. Et on apprend à les connaître et à reconnaître les dames parce qu'elles ont des cheveux plus longs. Et vous voyez, cette dame, à mon avis, elle en fait partie de la grande famille. Et ça, vous le reconnaissez parce que justement, elles ont des grands cheveux. Alors qui sont-ils vraiment ? Les membres de la famille sont des catholiques dissidents qui puisent leurs racines au XVIIIe siècle et se disent être les vrais croyants. Ils rejettent l'Église comme Satan. C'est un groupe qui prône une vie chrétienne austère. On doit être le plus possible dans la prière et être parfait. Au sein de la famille, il y a une règle stricte. Vivre dans l'humilité et rester discret pour protéger le secret. La grande famille n'est composée que de 8 patronymes. Depuis 130 ans, ils ne se marient qu'entre eux, ce qui entraîne des problèmes de consanguinité et maladies rares, comme le syndrome de Bloom. Difficile d'entrer en contact avec les membres de la communauté. Je voulais savoir si vous aviez quelques minutes à m'accorder pour parler de la famille. Non, mais je pourrais vous raconter ma vie et ma mort, j'ai rien à vous dire. Les portes se sont souvent fermées. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Bien sûr que je les connais, mais je n'ai pas envie de discuter, j'ai rien à vous raconter. D'anciens membres ont pourtant accepté de briser la loi du silence. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires, des jeunes filles ou même d'enfants qui se sont fait toucher, des viols, des coucheries entre frères et sœurs. Moi, j'appelle ça secte parce que dans l'organisation, c'est vraiment sectaire. On coupe les enfants du monde et de la plus mauvaise des façons. Des enfants endoctrinés à qui l'on interdit de côtoyer le monde extérieur. Une association d'aide aux victimes de dérives sectaires s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. C'est comme si tout à coup on vous disait tu vas sortir mais à l'extérieur il n'y a que des monstres. Les seules personnes qui acceptent de parler de la famille sont celles qui ont réussi à la quitter. Pour Fabienne, c'était il y a 39 ans. Elle y était née, s'y était mariée avec un cousin. C'est la règle dans la famille. C'est pas des mariages arrangés, c'est des mariages de raison, on va dire. Ça a été mon choix de vouloir me marier pour faire comme tout le monde, pour avoir des enfants, voilà. Dans la famille, les femmes ne travaillent pas. Elles sont là pour procréer. Comme il n'y a pas de contraception, automatiquement, ça fait des enfants. Moi, j'en ai eu 3 en 3 ans. Hein. Si j'étais restée, j'en aurais eu 15. Face à un mari alcoolique, Fabienne a fait le choix de quitter la communauté avec ses 3 enfants. La sanction ne s'est pas fait attendre. Je connaissais la règle du jeu. Hein. On ne pouvait pas partir à l'extérieur et revenir dans la famille. Quoi. Ça, c'est quelque chose que j'avais compris très, très, très jeune. Avec la peur des représailles, rares sont les membres de la communauté qui acceptent de témoigner à visage découvert. Bonjour monsieur. Bonjour. Damien, 42 ans, a quitté la famille il y a 20 ans. Son expérience très rare intéresse cette avocate qu'il rencontre pour la première fois. Elle défend en justice un homme qui réclame un droit de visite auprès de ses enfants, restés à l'intérieur de la communauté. Je me rends compte qu'on apprend aux enfants, dès leur plus jeune âge, à avoir une double vie. S'ils sont scolarisés dans des écoles publiques, il ne faut pas qu'ils parlent de la famille. C'est le fameux secret à conserver, oui. C'est pas les règles que tout à chacun va mettre à ses enfants en disant on ne parle pas aux inconnus dans la rue ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Et moi, je vois ça vraiment comme des barrières qu'on installe en tête très jeunes. La plupart des enfants vont à l'école, mais jusqu'à 16 ans seulement, et ne participent à aucune sortie scolaire. S'ils enfreignent les lois, ils doivent s'attendre à des châtiments divins. Il est interdit dans le mouvement de créer des liens avec l'extérieur, d'avoir des amis à l'extérieur. Du coup, ce que j'expliquais, d'aller aux anniversaires, de répondre aux invitations. On nous apprend à mentir très jeune, quoi, finalement. Je pense que pour les enfants, c'est une violence extrême parce qu'on leur impose tous les jours ce monde en leur disant « vous n'avez pas le droit d'être de ce monde-là, mais vous allez le subir ».
Comme les autres enfants de la famille, Damien a reçu une éducation religieuse présentant une vision apocalyptique de l'avenir. La fin est proche. Gardez vos enfants près de moi. Éloignez-les de ces lieux de perdition. N'écoutez pas les personnes qui peuvent vous mettre dans le doute. Fuyez-les. Des lettres mystiques, des cantiques accusent le monde extérieur de tous les péchés. Tout est mal. Tout ce qu'on fait, le plaisir ou quoi que ce soit, il y a des cantiques contre la danse, enfin, tout ce qui est libido, enfin voilà, sexualité ou quoi que ce soit, c'est totalement proscrit, c'est juste pour faire des enfants. On est encore dans la diabolisation d'un peu de la vie, quoi. À l'adolescence, Damien a réalisé que le monde extérieur n'était pas celui qu'on lui décrivait. À 20 ans, il a décidé de partir pour refaire sa vie. Il n'a jamais porté plainte contre la famille. Il espère simplement que sa parole aide les enfants restés encore à l'intérieur. Les membres de la famille sont millénaristes, ils pensent que la fin du monde est proche. Selon leurs croyances, leur prophète Élie Bonjour viendra les sauver au moment du jugement dernier, à un endroit bien précis dans Paris, dans le 11e arrondissement, rue de Montreuil. Les adeptes de la famille auraient eu l'obligation il y a 200 ans d'habiter dans le quartier. Alors, pour retrouver leurs traces, nous consultons les archives d'état civil de Paris. Nous retrouvons un acte de naissance de 1874. L'un des noms fondateurs de la famille apparaît, un certain Thibout. Surprise, en y regardant de plus près, nous constatons que la famille habitait déjà dans le 11e arrondissement, rue de Montreuil. 150 ans après, nous cherchons à savoir s'ils y habitent toujours. Bonjour monsieur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la famille. Ouais. Je voulais savoir où ils habitaient pour... Ah bah oui, ils habitent ici, ouais. Il y en a qui habitent ici. Ils habitent ici, d'accord. Ouais. Merci. Nous décidons d'entrer en contact avec les membres de la communauté. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Ici, personne ne nous répond. Dans les immeubles voisins, nous finissons par trouver des membres de la famille, comme cette dame que nous filmons en caméra cachée pour ne pas l'effrayer. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Vous connaissez la famille ? Bien sûr. Vous, ça fait longtemps que vous y habitez, rue de Montreuil, j'imagine. Je suis né alors, vous voyez. Ah d'accord. Ça fait 80 ans. Et vos parents étaient déjà ici, rue de Montreuil aussi ? Bien sûr. Ah oui. Et en fait, c'est la même famille, enfin vous êtes cousins, vous êtes... La dame acquiesce mais refuse d'en dire plus. Si on parle du mode de vie, par exemple, ou des... Non, je vous dirai rien. Ni des croyances, ni des rites. Non, rien du tout. Rien du tout. Non. Mais je vous remercie en tout cas de votre accueil. Au revoir madame. Dans l'annuaire, il existe une centaine de noms susceptibles d'appartenir à la famille. Beaucoup habitent autour de la rue de Montreuil. Pour comprendre le fonctionnement de cette mystérieuse communauté, nous décidons de les appeler. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour... je fais une enquête sur la... Je vous attendais, vous. Mais sinon, on parle pas. Attendez, monsieur, on n'a rien fait de mal. On a une famille comme les autres. Nous, on se fait remarquer, c'est tout. On est tranquille. Oui. Mais vous vous mariez entre cousins exclusivement. Oui, mais et les Juifs et les Chinois, ils font comment, les communautés? Oui, mais là, vous êtes à 8 familles, simplement. Donc, au bout de 200 ans, vous voyez, la consanguinité, elle est là, quoi. Non, justement, ça se dilue. Détrompez-vous. Il n'y a pas du tout de dérive. C'est pas sectaire parce qu'une secte recrute. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des gens à charge? Est-ce que vous avez des preuves? Il faut être crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Un ex-membre de la communauté qui a passé plus de 30 ans au sein de la famille nous dit exactement le contraire. C'est mal connaître le fonctionnement idéologique de la famille. On ne peut pas comparer la communauté juive, la communauté quelle qu'elle soit, à la famille, puisque la famille, c'est une communauté fermée. C'est ça la dérive sectaire. Et ils ne sont pas comme les autres. Dans ce groupe, pas de gourou, pas de prosélytisme. Le recrutement s'exerce de l'intérieur par le lien du sang. Le repli sur soi, la peur du monde extérieur, entraînerait un fléau majeur au sein de la communauté, celui de l'alcool. Nous apprenons que dans ce bistrot, un samedi par mois, les hommes se retrouvent pour fêter ce qu'ils appellent dans leur jargon les arrosages, c'est-à-dire les anniversaires, baptêmes et fiançailles. Les femmes ne sont jamais conviées. Moi je les connais, hein. Ils habitent tous le quartier, c'est une communauté. Et ils sont nombreux en général? 50, 60, 80. Non. Ouais. Ah bon? Ils sont sympas? Ouais, c'est super sympa. À cause de la crise sanitaire, les rassemblements ont cessé. Mais notre témoin confirme ces réunions rituelles auxquelles il a longtemps participé. C'est un gros fléau l'alcool. On retire l'alcool, il n'y a plus de famille. Tous les jours, quasiment, il y a une occasion pour boire.
Et ça commence très tôt, 13-14 ans, tu commences un petit peu à traquer au vin rouge. T'es un homme quand tu vas à l'arrosage, t'appelles ça l'arrosage, ou t'es un homme quand tu craques, parce que t'es censé avoir conscience que le vin, c'est le sang de Dieu. Plusieurs fois par an, la communauté se retrouve à 20 km à l'est de Paris. Dans ce quartier résidentiel se trouve la villa des Cosseux. Depuis 200 ans, c'est la maison de l'oncle Auguste. Celui qui avait décidé de fermer définitivement la communauté au monde extérieur. Ici, se tiendraient de grands rassemblements festifs. Quelqu'un ? Personne, mais une voisine raconte. Pour leurs grandes réunions religieuses, je vois beaucoup de véhicules dans la rue, bien entendu. Pas mal d'enfants. Ils ont un style vestimentaire, je dirais, qui est un petit peu suranné. Hein. Les jeunes hommes sont habillés en costume. On ne voit pas ça avec nos adolescents. Donc voilà, c'est tout. Leur propriété est fermée par une haie et un portail. Et bien évidemment, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà ce qui se passe derrière les murs, les jours où la communauté se réunit. Notre témoin nous a fourni cette vidéo. On y découvre une centaine d'enfants. Des cousins, des frères et sœurs habillés en costume et tenues sombres. Les femmes ne doivent arborer aucun signe de coquetterie. Ici sont célébrées les fêtes catholiques traditionnelles, mais aussi les mariages. C'est le père de la mariée qui fait office de prêtre. Selon la tradition, les jeunes doivent tous se marier entre eux et vierges. J'ai pas vu vraiment beaucoup de mariages d'amour dans cette communauté-là. Ça, c'est un bouquet d'amour, je veux dire, mais c'est une prison dorée. Lorsqu'il a quitté la communauté il y a 20 ans, Damien a été pris pour un fou. Aujourd'hui, il espère que sa parole trouve un écho favorable. Je pense que le mouvement ne pourra pas changer de par l'extérieur. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait beaucoup de poids sur un mouvement comme ça. Je suis plus pour une prise de conscience de l'intérieur, en fait, s'ils pouvaient comprendre justement tout ce conditionnement. Et c'est là que ça pourra changer, en fait. En 2020, presque 200 ans après sa création, on estime que plusieurs centaines d'enfants grandissent encore sous emprise au sein de la famille.